Donc je vais vous présenter en fait les premiers pas de ce projet de recherche From Sketch to Data qui a commencé au 1er janvier 2024. Donc ce sont vraiment les premiers mois du projet. Donc c'est un projet qui repose sur l'histoire du théâtre contemporain, avec une question de recherche principale qui est de se demander finalement ce que changent les traces numériques pour l'étude des arts de la scène, à la fois d'un point de vue herméneutique et d'un point de vue épistémologique. Alors, on le sait, depuis une trentaine d'années, les traces numériques des arts les traces des arts de la scène sont devenues des traces numériques, tout simplement parce que les metteurs en scène, les équipes, les personnes qui travaillent dans les théâtres travaillent avec des ordinateurs. Donc c'est pas un grand scoop, mais ça change beaucoup de choses, puisque à commencer par la correspondance entre ces personnes passe par le mail. Donc si vous voulez étudier la correspondance des metteurs en scène, il faut récupérer leur mail, et c'est pas forcément des informations qui sont évidentes à mener. Les processus de création eux-mêmes donnent lieu à de très nombreuses étapes, puisque les personnes vont échanger des documents, vont créer des programmes, par exemple pour de la régie lumière ou de la régie son, vont également prendre des photographies, vont faire des recherches sur Internet, vont avoir des rendez-vous en visio qui sont parfois enregistrés. Et donc tout ça, ce sont les nouvelles traces du théâtre contemporain. Ces traces, elles sont fragiles. Vous le savez, le numérique fait que vous avez peut-être déjà eu cette expérience désagréable de vouloir ouvrir un fichier qui finalement ne fonctionne plus sur votre ordinateur. Sans parler si vous travaillez sur plutôt l'histoire des années 90 ou des années 80, que vous avez des disquettes ou des zips qu'il faut arriver à relire sur un ordinateur. Tout ça entraîne des opérations qui font qu'avoir accès aux traces numériques des arts de la scène est quelque chose de compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui, ces traces sont très peu acquises dans les grandes collections patrimoniales et sont encore aujourd'hui chez les artistes ou dans leurs équipes. Alors évidemment, vous vous doutez bien que quand ces personnes meurent, ça pose aussi beaucoup de problèmes, puisque la première chose qu'il faudrait faire, c'est récupérer leur ordinateur, leur mot de passe pour avoir leur compte sur les différents clouds disponibles pour pouvoir récupérer leurs archives. Donc je vous parle de choses comme ça, c'est extrêmement concret. Mais ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est de voir en fait ce que cela change de passer à ces traces numériques. Et finalement, comment est-ce que l'on peut écrire l'histoire du théâtre contemporain, et du théâtre contemporain pas si contemporain que ça, je vous parle des 30 dernières années. Donc comment est-ce que l'on peut écrire cette histoire à partir de ces traces numériques ? Surtout que dans le cadre du théâtre, on est sur un art qui est éphémère et avec des traces qui sont fragiles, qui sont hétérogènes et qui sont aussi très nombreuses, puisque vous pouvez vous retrouver, moi j'en ai fait l'expérience sur des études de cas, avec 15 000, 20 000 fichiers pour une seule œuvre. Donc pour essayer de répondre à cette question assez générale, j'ai décidé de m'appuyer sur un corpus qui n'a pas encore été étudié de manière suffisante du point de vue des œuvres qui ont été présentées. C'est le Festival d'Avignon, créé en 1947 par Jean Vilar et qui continue encore aujourd'hui. Cela veut dire que il y a à peu près 2000 spectacles qui ont été créés au festival. Et pour ça, j'ai retenu 3 axes de travail. L'analyse des collaborations via les programmes de théâtre, celle des réminiscences esthétiques via les images, et on ne va pas être très loin de Aby Warburg, et du travail que Leonardo nous présentait juste avant. Et également l'analyse des processus de création via les traces numériques. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vraiment vous présenter les premières pistes de travail, des hypothèses plutôt que des résultats, en axant ma présentation sur ce que peut ou pourrait apporter l'intelligence artificielle à ce travail. En remarque préliminaire, puisqu'il est question de collaboration, vous dire aussi que ce travail est le fruit d'un travail d'équipe. Je suis vraiment la partie émergée de l'iceberg.
Donc cette équipe aujourd'hui, elle est composée d'un data engineer, d'un data scientist, d'un postdoctorant, de 3 doctorants et de plusieurs chercheurs associés. Et évidemment aussi d'un dialogue avec d'autres chercheurs dans la communauté internationale. L'autre remarque préliminaire, c'est qu'en fait aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est rentrée dans notre quotidien de chercheurs. Pour ma part, je l'utilise quasiment quotidiennement pour notamment des résumés d'articles, des brouillons de mails, des tests divers, de la programmation. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est vraiment voilà notre partenaire de travail. Et c'est aussi pourquoi il importe autant de comprendre aussi ce que cela fait à nos pratiques quotidiennes de chercheurs. Alors, je vais essayer de passer voilà, sur les différents axes de travail. L'un des objectifs, c'est notamment d'extraire des données issues des programmes du Festival d'Avignon afin de mettre en évidence les milliers d'interactions entre des individus et surtout pour moi l'évolution des formes de collaboration artistique et technique, l'évolution des contextes de création au cours du temps. Et une chose qui m'intéresse particulièrement, c'est l'évolution des métiers au théâtre, puisque la révolution numérique n'a pas épargné non plus les métiers, en particulier du côté de la scénographie au sens large. Alors pour ça, on a une source absolument formidable, ce sont les programmes de théâtre. Alors vous voyez ici le premier programme de la première édition à gauche en 1947 et le programme de salle de l'un des spectacles de la dernière édition, celui de Séverine Chavrier, donc en 2024. Et vous imaginez bien qu'entre les deux, il y a eu de multiples variations, en particulier graphiques, en particulier à chaque nouvelle direction de festival, puisqu'en général, la première chose qu'on fait, c'est qu'on change le graphisme de la communication. Et à partir de ces programmes, je souhaite donc extraire des informations de noms, de fonctions, de titres d'œuvres, afin de mener des analyses statistiques et puis des analyses en réseau. C'est une approche assez classique, rien de nouveau sous le soleil, c'est des choses qu'on sait faire a priori, et donc ça semble tout à fait gérable. En fait, ce qu'il est beaucoup moins, c'est de revenir à la source. Vous pourriez d'ailleurs me dire que finalement, pourquoi est-ce que je ne pars pas des bases de données existantes, des fameux tableaux Excel dont parlait Christophe tout à l'heure, comme par exemple les notices de spectacle de la BNF, ou encore de la base de données du Festival d'Avignon, ou de celle de théâtre contemporain, ou même des archives du spectacle. Bref, l'embarras du choix, a priori, pour une analyse qui pourrait se faire en 2 coups de cuillère à peau. Alors en fait, malheureusement, non. Parce que lorsque l'historien transforme une source en données, en fait, il est obligé de redéfinir les catégories de sa recherche et de rendre explicite l'implicite. Et ça, le problème, c'est que tout ce qui peut, en fait, finalement, ce qui ne peut pas donner lieu à une opération algorithmique est très souvent écarté. Et tout l'enjeu devient alors, et cela peut donner lieu à une réflexion d'ailleurs sur la constitution des interfaces, des formats de données, etc., par l'historien d'intégrer et de prendre en compte ce qui est réfractaire au calcul. Finalement, c'est ce qui ne rentre pas dans les cases qui incite à poser des questions de recherche. Je vous donne un exemple très simple, la question du nom du metteur en scène. En fait, cette fonction apparaît très tardivement, au cours du XIXe siècle. Et si vous mettez finalement une seule case avec pour intitulé « metteur en scène », vous créez un anachronisme au XIXe siècle. Et donc, vous allez pouvoir effectivement repérer des personnes qui pourraient avoir la fonction 2 dans les programmes du 19e. Mais si vous les mettez dans une case metteur en scène, ben, vous faites une faute d'un point de vue de l'histoire du théâtre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Est-ce qu'on garde une seule et unique case? Est-ce qu'on passe au-dessus de l'anachronisme? Est-ce que l'on invente un système qui, tout en conservant un champ unique, conserve la trace de l'évolution sémantique? Voilà. Et donc ça, c'est le type de questions auxquelles moi je suis confrontée au XXe et XXIe siècle, puisqu'on a des questions similaires, par exemple pour création vidéo, dispositifs multimédia, réalisation informatique, scénographie interactive, qui sont tous des termes que vous trouvez
en fait, autour d'une profession qui n'est pas encore stabilisée et qui essaye de dire la diversité des dispositifs technologiques sur les plateaux de théâtre au cours des 50 dernières années. Ces dénominations, elles disent aussi la frontière mouvante entre technique et artistique, qui est un sujet de débat. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur ce sujet-là, mais pour que vous compreniez la nécessité absolue pour un historien de revenir à la source, je vais simplement vous montrer un exemple, et vous allez voir, c'est un programme, c'est un jeu des 7 erreurs. Donc, là, ce que vous avez, c'est un exemple qui est le programme d'un spectacle de Flowers par la Lindsay Camp Company, du Festival d'Avignon en 1980, et la photographie que j'ai prise en salle d'archives à la BNF. Voici son traitement dans les notices du spectacle dans le catalogue de la BNF, où vous n'avez pas le temps de lire en détail, mais vous avez des changements dans la distribution. Assistant technique devient collaborateur technique, et vous avez la disparition des 2 directeurs associés. Sans parler de la disparition totale du graphisme, de la mise en page, de la manière dont apparaît ce document au spectateur et qui fait aussi partie de l'expérience du spectateur. Et ça, c'est la notice dans Data BNF, où là, les dénominations sont complètement normalisées. Direction musicale devient composer. C'est quand même pas exactement la même chose. Il n'y a plus que les 3 interprètes principaux et la nouvelle distribution qui avait été mise à jour dans une petite feuille de salle ajoutée est complètement perdue. Donc, vous voyez bien que à partir de ce moment-là, il faut en revenir au programme et construire avec du machine learning un workflow qui va nous permettre d'abord de segmenter, de détecter et d'extraire automatiquement des informations assez simples, le titre, la distribution, le lieu, le nom du metteur en scène, etc. Alors, vous voyez que ce assez simple n'est pas si évident que ça à partir du moment où vous avez une très grande diversité de mise en page. Et où en même temps, on est sur des corpus restreints. C'est-à-dire que j'ai 2000 feuilles de salle, ce qui pour un chercheur semble beaucoup, ce qui pour commencer à entraîner un programme d'intelligence artificielle n'est pas évident. Voilà. Donc l'un des enjeux pour le chercheur aussi en sciences humaines, très souvent, c'est comment est-ce que l'on peut utiliser ce type de démarche à partir du moment où on a des programmes de taille restreinte. C'est-à-dire que très souvent on parle de la question des grands corpus. En fait, l'un des enjeux aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'on peut travailler avec des petits corpus et entraîner finalement le moins possible. Alors après, il y a des choses très traditionnelles qui peuvent être faites, par exemple avec du NLP, de repérer des entités nomiques, des entités nommées, d'analyser des thèmes avec du topic modeling, de mener des études stylistiques, de proposer aussi des rapprochements et des catégories avec des systèmes d'embeddings et d'inférences. Je vous disais tout à l'heure, voilà, tout le champ sémantique autour des métiers de la scénographie et des technologies numériques. Eh bien, est-ce que l'on pourrait essayer, voilà, avec des systèmes d'inférence, de regrouper ce type, de dénominations de professions qui sont quand même très proches les unes des autres. Cela demande aussi de travailler sur des ontologies. Et l'une des choses qu'on souhaite faire, c'est des tests avec des LLM pour voir ce que ce type d'approche peut apporter, en particulier dans un souci d'interopérabilité avec des modèles existants, puisque sur les ontologies, on n'a pas un seul modèle d'ontologie pour les arts de la scène, mais une multitude de systèmes qui cohabitent, et ce qui pose ensuite problème pour des questions d'interopérabilité. Sans compter le fait que ces ontologies pour les arts de la scène sont très souvent implicites et, pour ainsi dire, pas documentées à de très rares exceptions près. Évidemment, l'une des choses aussi qui nous intéresse, c'est de détecter des communautés artistiques et d'utiliser des techniques d'apprentissage non supervisées pour identifier des regroupements d'artistes qui sont moins évidents, et donc de repérer des connexions faibles mais significatives qui ne seraient pas visibles avec des méthodes classiques. Et donc, l'un des enjeux,
c'est effectivement le passage de données non structurées, les programmes, à des données structurées, et de permettre de créer cet immense réseau où l'on pourrait ensuite connecter d'autres bases de données existantes, où on pourrait avoir un workflow qui nous permette de traiter n'importe quel type de programme pour pouvoir faire grandir ce premier réseau autour du Festival d'Avignon avec, mettons, toutes les productions européennes depuis les années 50, pour pouvoir ensuite répondre à d'autres questions de recherche, comme quel est l'impact du Festival d'Avignon sur la carrière des artistes. Le Festival d'Avignon programme-t-il plutôt des œuvres qui sont en émergence, ou au contraire, est-ce qu'il s'agit d'une consécration? Voilà, est-ce que c'est plutôt un phénomène de reconnaissance qui vient après combien de temps? Est-ce que ce type d'approche, est-ce que cette question de la reconnaissance versus l'émergence est un phénomène qui est différent en fonction des directeurs, des différents directeurs du festival, etc. Donc vous voyez que d'un seul coup, on arrive, on pourrait poser à partir de ce premier travail d'autres questions de recherche qui pourraient intéresser aussi d'autres collègues dans les arts de la scène et sortir aussi de mes propres questions qui sont à mon échelle. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un travail de collaboration. Je me suis permis de vous montrer cette capture d'écran de notre workflow qu'on essaye de formaliser. Donc là, comme c'est vraiment notre document de travail, ce sont les prénoms et pas les fonctions. Donc Jeanne est la data engineer, c'est vraiment elle qui va travailler sur la question de l'ossérisation à partir des documents qui sont partis chez un train de numérisation à la BNF. Donc on travaille aussi de manière vraiment très proche et je dois le dire remarquable avec le département des arts du spectacle de la BNF. Nicolas qui est au centre est le data scientist et va donc être en charge des expérimentations en particulier avec les LLM et puis avec un certain nombre d'outils comme le NLP, etc. Et Antonio que vous voyez en bas qui est en fait post-doctorant et qui vient d'arriver avec un sujet de recherche que je n'aurais pas osé proposer, qui est cette fois-ci de prendre les programmes du Festival Off d'Avignon. Donc pour vous donner une idée du changement d'échelle, je vous disais, j'ai 2000 spectacles de 47 à aujourd'hui. Au Off, cette année, c'était plus de 1500 spectacles pour une édition. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de voir comment est-ce que l'on peut passer à l'échelle. En travaillant, donc pour le coup, Antonio ne va travailler que sur les programmes et peut-être sur d'autres types de documents. On verra en fonction des problématiques qu'on rencontre au cours du chemin. Et l'objectif, c'est que l'on puisse vraiment présenter une première analyse à partir du Festival d'Avignon d'ici juin prochain, que la réflexion sur les ontologies soit aboutie d'ici là. Et là, pour le coup, il y a deux chercheurs qui ne figurent pas dans ce schéma, qui sont Bernard Jacquemin, qui est maître de conférence à l'Université de Lille et qui travaille sur les ontologies, et Aurélie Lemaître, qui est professeure en informatique et qui est l'une des spécialistes du traitement des documents à l'IRISA à Rennes. Voilà, donc on s'est donné comme ça un programme de travail pour une première année. Alors néanmoins, on fait d'autres choses plus ou moins en parallèle, c'est qu'on commence aussi à explorer la question des photographies et des vidéos de spectacle, donc je vais aller beaucoup plus vite. En art du spectacle, les photographies et les captations vidéo sont devenues des traces absolument majeures. Et on peut commencer à explorer ces grands corpus d'images. Donc ça, c'est un premier test fait à partir d'à peu près 8000 photographies du Festival d'Avignon. L'un des corpus que l'on est en train de récupérer, c'est celui du photographe officiel du festival, Christophe Reynaud-Delage, qui prend depuis 20 ans 20 000 photographies chaque année. Donc là, on a 400 000 photographies du Festival d'Avignon. Alors vous vous doutez bien que moi, d'un seul coup, en tant que chercheur, je ne peux plus regarder ces images une par une. Donc j'ai besoin d'outils. Et l'une des choses qui m'intéresse en particulier, et c'est effectivement très lié
à la réflexion qu'a menée Aby Warburg et à la manière dont on finalement reprend ce travail-là aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est de voir si l'on peut explorer, si l'on peut retrouver des réminiscences esthétiques d'une œuvre à une autre en passant directement par l'analyse des photographies et des captations vidéo. Est-ce qu'il y a, en plus de ça, si vous voulez, on est par rapport à une forme d'art éphémère. Donc la question du fantôme au théâtre est absolument essentielle. Enfin, le théâtre est là pour faire voir les fantômes, si je schématise un peu brutalement. Donc en tout cas, c'est un art de l'apparition et de la disparition des fantômes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de voir s'il y a des fantômes d'œuvres qui se déplacent d'une œuvre à une autre, et d'autant plus au Festival d'Avignon, qui est un contexte très spécifique, parce que lorsque l'on met en scène dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon, il est quand même très très difficile d'ignorer ce qui s'y est passé auparavant. Donc quand on a des lieux aussi chargés de la mémoire du théâtre, est-ce qu'on peut essayer de retrouver cette mémoire du théâtre qui voyage d'une œuvre à une autre à partir des traces visuelles qui sont conservées? Donc ça, c'est vraiment notre question de recherche. Et ce qui m'intéresse, c'est de partir vraiment des photographies et des captations vidéo, et aussi de voir si on peut les regrouper avec les déclarations des metteurs en scène, puisque souvent dans ces programmes de salle, qui sont accompagnés parfois de très longs textes, eh bien vous avez aussi un peu de dropping name sur je me mets dans l'affiliation de Cantor, de Bob Wilson, etc. Et alors c'est très chic, parfois c'est vrai, parfois c'est très très éloigné. Est-ce qu'on retrouve en fait ces choses-là aussi via les images? Alors l'idée c'est pas de trouver une preuve. La question de la preuve m'intéresse finalement pas tant que ça. Mais c'est plutôt aussi de voir ce que font ces algorithmes à des hypothèses de recherche et à la manière dont ça déplace en fait la manière dont on peut interroger l'histoire du théâtre aujourd'hui. Alors, moi, mon travail pour le moment est extrêmement embryonnaire de ce point de vue-là. Dans les arts du spectacle, très peu de personnes ont commencé à travailler sur ces approches-là. Évidemment, Lev Manovich demeure une référence importante. Mais on n'en est qu'au tout début de ces explorations de vision à distance. Et un exemple, c'est la recherche menée par Tim Tangerlini et Peter Broadwell sur les chorégraphies de groupes de musique K-pop. Et ils ont commencé par collecter des milliers de vidéos sur YouTube. Donc je vous ai donné la référence du papier. Et l'idée, c'est d'appliquer en fait une approche de distant viewing, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé du distant reading avec Moretti, et l'idée, c'est de déplacer ça vers le distant viewing à partir donc de vision par ordinateur et de détection de pause. Et la question qu'il pose, c'est la question suivante: comment pouvons-nous définir le vocabulaire de la danse de la K-pop et comment suivre les flux chorégraphiques transculturels? Voilà, donc c'est vraiment leur question de recherche. Et c'est ce type d'analyse qui leur permet d'explorer cela. Dans mon équipe, il y a l'un des doctorants qui travaille aussi sur ces questions-là, Theo Eschberg, qui donc je vous ai mis uniquement la slide de sa présentation qu'il a faite lors d'un colloque que j'ai organisé au mois de février dernier, qui s'appelait Reimagining a Notation for Multimodal Cultural Heritage, et qui interrogeait justement cette question de l'analyse multimodale dans un contexte de patrimoine culturel. Et le travail de Theo Eschberg est sur la manière dont on peut visualiser le rythme au travers d'annotations numériques, et en particulier en passant à partir de la pose detection. Et donc lui, il travaille sur des répétitions, donc il filme des répétitions d'un processus de création, et à partir de l'analyse avec différents types d'approches de ces répétitions de spectacles, il essaye de comprendre comment évolue le rythme
depuis les premières répétitions jusqu'à la date de la première. Voilà. Et c'est aussi cette analyse qui lui permet, par ailleurs, de redéfinir la notion de rythme au théâtre, qui est quelque chose d'assez flou. Alors, le troisième axe, c'est l'analyse justement des processus de création et en particulier de leur dimension collaborative, ce qui reste un défi majeur pour les arts de la scène. Les traces numériques, qui sont pourtant souvent ignorées dans la recherche actuelle sur les processus de création, puisque très souvent l'analyse des processus de création, elle est faite par l'observation des répétitions. Donc en fait, on se met dans un coin de la salle et on regarde comment les gens travaillent au plateau. Mais cette observation concerne du coup essentiellement ce que fait le metteur en scène avec les comédiens. Et très souvent d'ailleurs, dans les processus de création, le chercheur n'assiste pas aux répétitions techniques, enfin voilà, à tous les services techniques qui sont pourtant absolument essentiels pour comprendre comment se fabrique un spectacle. Donc non seulement c'est une vision assez parcellaire qui se centre sur le travail du metteur en scène et des comédiens, je ne vais pas dire que c'est important, mais ce n'est pas, voilà, simplement, ce n'est pas le seul travail qui se passe dans un théâtre. Et surtout, cela ne prend pas du tout en compte tout le travail en amont qui a été fait en amont des répétitions, puisqu'en fait, un processus de création, cela commence bien souvent 2 ans avant le fait de mettre le pied dans un théâtre pour commencer à répéter. Et ça, cela se fait via des échanges, via des séances de travail qui ne sont pas au plateau. Et donc, tous ces échanges donnent lieu très souvent à des traces numériques qui me semblent absolument essentielles à prendre en compte pour l'analyse d'un processus de création. Alors, pour vous donner une idée aussi de ce à quoi je suis confrontée, c'est qu'en fait, j'ai toute une série de documents multimodaux, que ce soit des textes, des photographies, des vidéos, des programmes, des archives aussi qui viennent de sites internet, des extraits de pièces, des extraits d'articles de presse qui sont parfois numérisés dans des collections spécifiques. Voilà, donc là, tout ce que vous venez de voir, ce sont des traces numériques extraits d'un corpus de 20 000 documents d'une œuvre qui est celle de Rewalden, mise en scène par Jean-François Perret pour le Festival d'Avignon de 2013. Et l'une des questions qui demeure importante, c'est que si on se dit que finalement, transformer un programme en données, j'espère vous avoir convaincu que ce n'était pas si simple que ça, vous imaginez la question de comment est-ce que l'on transforme un spectacle en données. Voilà. Là, effectivement, ça commence à devenir extrêmement compliqué. Et l'une de mes questions, c'est aussi de savoir comment est-ce que je peux identifier l'émergence d'une idée qui va passer d'un document, par exemple d'une image, à un autre document, par exemple à un texte, et aussi d'une personne à une autre au sein de la compagnie. Donc ces réflexions-là, elles m'ont amené à créer plusieurs outils, plusieurs prototypes, dont l'un qui s'appelle Recall et sa nouvelle version qui s'appelle Harvest et que je vais vous présenter en 1 minute 30. Voilà, donc simplement pour vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, nos sources sont multimodales et que la plupart des outils qu'on a en intelligence artificielle sont une approche par silo. C'est-à-dire que soit on travaille sur du texte, soit on travaille sur de l'image, soit on travaille sur de la vidéo, mais qu'on a ça commence à émerger, on commence à avoir des outils qui nous permettent de passer de l'un à l'autre, mais ça demeure une opération complexe. L'autre problème que l'on a, c'est qu'on aboutit à une fragmentation. Et on a effectivement, on perd le contexte. C'est-à-dire que soit on a le document, donc le programme, la captation vidéo, mais ensuite, une fois qu'on en a extrait des données, on a des fragments. Et aujourd'hui, on n'a pas d'interface qui nous permette de relier la source, et alors Dieu sait que pour l'historien, c'est l'alpha et l'oméga, et la donnée qui est extraite de la source, et comment est-ce que l'on peut naviguer de l'un à l'autre. Donc, Harvest, c'est une façon de répondre à cette question-là.
et de se dire, voilà, quand on travaille d'habitude, par exemple, en centre d'archives, on a sur le bureau tous nos documents, on peut éventuellement les annoter, on peut les relier de l'un à l'autre, on peut les comparer. Et puis on peut même d'ailleurs, alors on les découpe pas comme ça, mais on peut essayer de les relier les uns aux autres, on peut les numériser, on les transforme en données, et puis on aboutit à toute une chaîne de traitement que l'on aimerait pouvoir retrouver dans un environnement numérique. Cet environnement numérique, aujourd'hui, on a un standard formidable qui nous permet d'envisager une réponse à ça, qui est 3IF. Je ne vais pas vous détailler ce que c'est que 3IF, mais voici le diagramme donc, qui nous permet de relier les différents composants de l'application sur lequel on a un prototype, et la version alpha sera disponible fin décembre, donc on est assez avancé. Ce que l'on fait, c'est déjà on propose un environnement multi-utilisateur. Cet environnement permet d'accueillir tout espace, tout type de données, y compris une instance Peertube pour les documents audiovisuels. On peut aussi effectivement relier les documents qui sont déjà en ligne grâce à 3IF. On utilise Mirador voilà, pour pouvoir regarder ces documents, pour pouvoir les visionner. Et ce que l'on fait, en particulier avec une collaboration avec Harvard, avec David Flood, on va pouvoir aussi annoter directement ces images, mais aussi, nous, notre travail, il est plutôt sur la question de l'annotation de la vidéo. Et donc, et ça c'est voilà, on a beaucoup travaillé sur cette question-là, c'est comment est-ce que l'on peut annoter une vidéo dans 3IF, donc prendre en compte la dimension temporelle des documents. Donc vous voyez peut-être très rapidement, ça c'était l'un des premiers démonstrateurs que l'on a fait. Voilà. Mais ce qui nous intéresse plus que tout, c'est d'avoir aussi des manifestes qui sont reliés à d'autres manifestes, et de cette manière-là, de pouvoir passer du réseau, de pouvoir passer de la visualisation de données au contexte, c'est-à-dire aux documents sources dont les données sont extraites. Et donc de pouvoir vraiment relier en permanence la donnée, la visualisation au document, à son contexte. L'une des choses que Jacob Hart, qui est postdoctorant, est en train d'explorer, c'est aussi de voir comment est-ce que l'on peut intégrer des workflows de machine learning, notamment avec des questions d'API, de notebooks qui peuvent être présentés sur Google Colab, etc., etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est vraiment un work in progress, et terminé par cette photo d'équipe qui n'est pas au gros complet parce qu'on n'a pas refait la photo depuis le mois de septembre, mais il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées, qui sont citées donc juste en dessous. Voilà, et donc vous dire que tout ça, vous pouvez suivre aussi les avancées du projet sur le site internet et le blog de recherche. Voilà.